On se retrouve en direct sur la télévision du Festival de Cannes pour accueillir dans quelques minutes maintenant la première conférence de presse qui va avoir lieu avec le film de Woody Allen, film d'ouverture de ce 69e Festival de Cannes. Woody Allen et tous ses interprètes sont là. Ils vont répondre aux questions de la presse internationale qui sera réunie donc pour accueillir Kristen Stewart, pour accueillir Jesse Eisenberg, Blake Lively et également Corey Stoll. On va regarder tout de suite, petite mise en bouche, on va regarder un extrait de Café Society. No, I keep shutting off. This is just in case you have questions in French, and if you don't understand French, but don't you? It's all right. This will be from translation. Yeah. Bien, le temps que les photographes s'affairent, encore quelques instants. Photographers, you'll have just a couple of minutes, and then we'll ask you to move away from the table. Et puis après, nous allons demander aux photographes de s'écarter pour pouvoir démarrer la conférence de presse. Messieurs les photographes, merci. Photographers, please, thank you. Bonjour. Hello. Please move away. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Hello everyone. Bienvenue à la conférence de presse pour le film d'ouverture Café Society. Welcome to the opening night film Café Society. Et je vais vous présenter tout de suite les personnes qui sont ici à ce podium. And I will introduce everyone who's attending this panel with us today. Starting at Donc, je vais commencer à l'extrême droite pour vous. Il a gagné des Oscars en quantité, Apocalypse Now, Warren Beatty, Red, et puis il a travaillé également avec M. Bertolucci à plusieurs reprises, M. Vittorio Storaro. À ses côtés, pour la deuxième fois avec le réalisateur d'aujourd'hui, il a joué Hemingway dans Midnight in Paris, Corey Stoll qui campe Ben. À mes côtés, nous allons toujours nous rappeler de son rôle et du personnage qu'il a campé, c'est-à-dire Mark Zuckerberg. Donc, en France, on l'appelait Le Secret. Et il joue le rôle de Bobby dans ce film. C'est l'acteur, le journaliste Jesse Eisenberg. À côté de M. Stoll, nous l'avons peut-être remarqué, nous avions dit il faut donc suivre la carrière de cette jeune fille chez Ben Affleck dans The Town. Ici, dans le rôle de Veronica, nous avons Blake Lively. À côté de Jesse Eisenberg, elle était avec Jodie Foster, qui a un film en compétition cette année. Également, elle a figuré dans Into the Wild avec Sean Penn. Et il y a très peu de temps, elle a joué dans un rôle dans un film d'Olivier Assayas, qui est également ici cette année. Elle joue ici le rôle de Vonnie. Je parle bien sûr de Kristen Stewart.
Et puis entre ces deux magnifiques actrices, le réalisateur qui est pour la troisième fois le film d'ouverture ici à Cannes, Woody Allen. Et je crois que la première question sera posée à M. Allen, à M. Storaro. Monsieur Allen, vous avez toujours travaillé avec Gordon Willis, le directeur de la photo. Maintenant, pour la première fois, vous êtes avec Vittorio Storaro. Pourquoi? C'est une question que vous me posez à moi? Oui, une question pour M. Storaro également. Eh bien, pour moi, c'était une très belle expérience de travailler avec un directeur de photo emblématique. J'ai travaillé avec les meilleurs directeurs de la photo depuis toujours. J'ai travaillé avec Gordon Williston, Gordon Palmer et bien d'autres. Sigmund, Darius Conjing. Jusqu'à présent, je n'avais pas travaillé avec Vittorio. Je l'ai rencontré à maintes reprises, mais il était disponible cette fois-ci. Je faisais mon film. Je lui ai demandé, eh bien, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il m'a répondu que oui. Et bien sûr, il va sans dire que c'est un des plus grands directeurs de la photo de tous les temps. C'est un génie. Donc, j'ai pu rajouter un autre nom à cette panoplie de très grands directeurs de la photo avec qui j'ai travaillé. Monsieur Storaro, en fait, c'est la troisième fois que nous travaillons, c'est la troisième fois que nous travaillons sur un film. D'abord, il y avait un film il y a très longtemps, avec Francis Coppola, Scorsese, aussi, sont des gens que je connais bien. On était évidemment, on travaillait sur le même film, mais sur différents épisodes. Ensuite, j'ai eu une deuxième occasion pour travailler avec Woody Allen et cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être directeur de la photo avec Woody Allen en tant que réalisateur. C'est la première fois que nous jouions ces deux rôles ensemble dans ce même film. En fait, c'était une belle occasion de rehausser l'histoire grâce aux images. Un écrivain utilise des mots, un musicien les note. Nous, on joue sur la relation lumière, couleur, mais sans l'histoire, sans le récit, sans le réalisateur, moi, je n'existe pas. Ce sont les réalisateurs qui me donnent l'occasion de travailler la forme visuelle du récit. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'apprendre beaucoup grâce aux différents réalisateurs. Parfois, en fait, on cherche à comprendre qui nous sommes. On doit chercher la réponse aux questions existentielles que nous nous posons. Il faut plonger dans le vrai sens de la vie. Et je voudrais dire que j'ai beaucoup appris avec Woody Allen et je l'en remercie. Eh bien, la question reste, Monsieur Woody Allen, pourquoi est-ce que vous êtes passé à cette forme de tournage? Pour moi, c'est la même chose. Que ce soit numérique ou pas, on a une caméra, il faut un bon éclairage, c'est pareil. Au lieu de travailler avec donc des procédés classiques, on utilise le numérique. Mais la procédure est exactement la même. On tourne de la même manière. En fait, on a plus de possibilités avec le numérique, mais même avec des formes classiques, bon, si on a un bon directeur de la photo, les effets peuvent être magnifiques et vous le voyez dans ce film, vous pouvez le constater de vous-même. Donc pour moi, c'est rigoureusement pareil. Je n'ai rien eu à changer puisque on était passé au numérique. Merci beaucoup, Woody, de ce que vous avez dit. C'est très important de le savoir, d'ailleurs. Il faut qu'on comprenne le fait qu'il faut employer le langage des images.
Le numérique fait partie du progrès. On peut ralentir ou accélérer la chose, mais on ne peut rien arrêter. Jusqu'à présent, Woody Allen a utilisé des procédures plutôt classiques, mais on se rend compte que l'industrie a totalement changé. Et il faut s'en rendre compte, il faut faire face. Il faut surtout puiser dans nos connaissances. Je fais partie de l'Académie américaine, de l'Académie européenne et italienne, et souvent on regarde les films, ils ont l'air tous pareils, parce que la caméra numérique est si sensible qu'on peut enregistrer les images quel que soit l'endroit. Et c'est une erreur. C'est une erreur de la part des directeurs de la photo. Il faut au contraire utiliser un langage très spécifique, propre aux images. Il faut faire des choix pour que le film soit particulier, soit spécial et conforme au récit. Donc ce qu'a dit Woody Allen est extrêmement important. Nous n'avons rien changé à notre façon de penser le film. Nous avons simplement essayé de peaufiner le concept visuel et il fallait voir comment montrer le Bronx dans ces années-là, New York, Los Angeles, selon le moment dans le film. Il y a eu cet échange d'énergie qui suivait les personnages principaux. Donc cela nous dictait la façon de raconter le film en images. Et l'utilisation de la couleur, pareil. C'est en fait extrêmement important. Il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, que chaque film doit être différent et doit être conçu et montré par rapport au récit et au désir du réalisateur. Question dans la salle? Bonjour, une question d'Amérique latine. J'avais déjà rencontré Jesse il y a quelques années, il n'avait que 18 ans, et on m'avait parlé d'une histoire sur le jeune Woody Allen. Alors maintenant, je voudrais vous demander ce que vous pensez de la célébrité. Je vous pose la même question, donc 10 ans plus tard, même plus de 10 ans plus tard. J'aimerais vous poser cette question. Et Woody Allen, que pensez-vous de la célébrité et qu'est-ce que Woody Allen pense de votre jeu? Ça, on n'en a jamais débattu entre nous, donc je suis très heureux que vous en parliez en public. Et je peux répondre à la partie de votre question qui concerne la célébrité. Oui, la célébrité, ça peut être très utile, notamment si on est artiste freelance. La célébrité, c'est peut-être la monnaie qui a le plus de valeur. C'est parfois aussi très inconfortable d'être célébre, parce qu'on n'est plus vraiment... on n'a plus vraiment de vie privée. Mais l'autre partie de votre question, quand j'avais 16 ans, j'étais très inspiré par Woody Allen. Il avait écrit un script qui reposait sur sa vie, qui avait été envoyé à des agents qui trouvaient que c'était très amusant, à ses avocats qui trouvaient que c'était pas très amusant. Et maintenant, c'est peut-être la fin de tout cela. Je ne peux rien ajouter. Je suis d'accord avec Jesse sur la célébrité. Il y a de grands avantages à la célébrité et beaucoup d'inconvénients. Moi, ça fait des années que je suis connu et je peux dire que les avantages dépassent de loin les inconvénients. Les gens célèbres se plaignent souvent des paparazzis, du manque de vie privée, etc. Mais ce ne sont pas des problèmes qui menacent leur vie, alors qu'ils ont énormément d'avantages grâce à leur célébrité. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à être célèbre. Il y a des années, j'aurais joué ce rôle du film, le rôle qui est joué par Jesse.
parce qu'il est parfait pour ce type de personnage. J'aurais joué ce rôle de façon beaucoup plus étroite. Je suis plus un comédien qu'un acteur. Donc je n'aurais donné qu'une dimension à ce rôle, alors que Jesse est un grand acteur et il apporte beaucoup plus de complexité au personnage qui devient ainsi plus intéressant. Mais que les gens pensent que son personnage me ressemble, etc. Tout ce que je peux répondre à cela, c'est que ce personnage joué par Jesse a une dimension beaucoup plus profonde que ce que moi j'aurais pu lui apporter. Question du Brésil. Félicitations pour votre film, Monsieur Woody Allen. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la narration, de la voix off dans le film? Et comment avez-vous travaillé avec le producteur? Oui, vous jouez la voix off, c'est votre voix. Au départ, ce film devait suivre la structure d'un roman, d'un livre. Il s'agissait d'une famille. On rencontre le père, la mère, les enfants, les frères et sœurs, et puis Jesse qui rencontre d'autres personnages également, et Steve Carell qui joue le rôle de l'oncle. Donc j'aurais bien aimé que ce film soit présenté comme un roman et qu'on ne voit pas un seul élément dans ce roman, mais un certain nombre. Et comme un roman, eh bien, il fallait qu'il y ait une voix off qui soit la voix de l'auteur. Et comme l'auteur, c'est moi, j'ai décidé de réciter cette voix off. Autant le faire moi-même. Parce que je l'ai écrite cette histoire, et puis j'ai fait la voix off aussi, puis ça m'a coûté moins cher également. Mais ce film devait être présenté sous forme d'un livre. Le fait que vous jouez le narrateur ou la voix off, est-ce que ça a forcé Jesse Eisenberg à parler un peu à la Woody Allen? Non, je ne crois pas qu'il parle comme moi. Le personnage de l'histoire ne me ressemble pas. Moi, je ne suis jamais allé à Hollywood pour essayer de trouver un emploi. Je n'ai personne dans ma famille qui y travaille. Je n'ai pas été à Hollywood et je n'y ai pas rencontré une femme. Donc tout cela n'a rien à voir avec moi. Alors, il a été recruté pour jouer un rôle, avec un certain dialogue. Même chose pour Steve Carell, avec Blake et Christelle, qui ont eu aussi leur propre dialogue. Moi, je suis très heureux que les acteurs aient pu utiliser leur propre vocabulaire sans suivre la liste de dialogues à la lettre. Ils avaient la liberté de parler à leur façon. Je ne vois pas de similitude très précise avec ma vie. Mais il y a des similitudes égales quand même lorsqu'on voit un personnage dont on peut vraiment dire que ça peut rappeler ma vie. Mais de loin, moi je ne vois pas cela comme cela. Mais en tout cas, je ne vois pas que ça rappelle ma vie, contrairement à vous. Nous ne savions pas qu'il allait faire la voix off, donc je n'avais aucune pression pour essayer de parler comme lui. Je comprends ce que vous dites, mais... Oui, c'est une réaction naturelle lorsque dans un film, le personnage principal est un homme qui ressemble vaguement à celui qui a écrit l'histoire. Il aurait pu aussi vivre cette histoire-là il y a des années. Mais non, il n'y a eu aucune pression de la part de Woody Allen. Je ne me suis, quant à moi, pas imposé de pression consciente non plus.
Peter Balhout, German Television. I have a question to Mr. Allen. Télévision allemande. Une question pour Monsieur Allen. Il y a une réplique dans le film qui m'a frappé. La vie est une comédie écrite par un auteur sadique. Pouvez-vous nous faire un commentaire sur ce point? Oui, on peut considérer que la vie est amusante. Par exemple, le mari trompe sa femme et s'organise toutes sortes de rendez-vous pour aller voir sa maîtresse tranquillement. Ça peut être amusant pour ceux qui observent cette situation, mais c'est aussi extrêmement triste si on voit les choses de l'intérieur, parce que l'épouse est trompée, les gens ont en fait une vie totalement vide, ils continuent avec dans leur tromperie. Et vous pouvez voir cela de façon amusante, mais c'est un amusement qui est finalement triste. Alors quoi faire? Il faut rire de cette situation, s'en amuser, parce que autrement on va se suicider. Ce que ces personnages disent, en fait, c'est qu'ils s'amusent d'une existence empreinte de tristesse et de cruauté. Hello, it's Jack Mulvin from The Times. Jack Mulvin, The Times. This is a question for Jesse and Kristen. Une question pour Jesse, Kristen et Woody. Il y a une réplique dans le film qui fait rire, qui dit que Hollywood est ennuyeux et méchant. Alors, quelle est votre expérience d'Hollywood? Moi, je suis plus intéressé par ce que vous avez à dire. I mean, you know, there's definitely Il est clair qu'à Hollywood, il y a de nombreuses personnes opportunistes, comme affamées. C'est évident, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent qu'à leur carrière. Si vous êtes un artiste, vous voulez raconter une histoire, ne le faites pas parce que vous voulez distraire les gens ou parce que vous voulez gagner beaucoup d'argent. Mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut aussi que vous ayez un désir authentique de faire ce que vous faites. À Hollywood, les gens se marchent sur les pieds pour arriver à quelque chose. C'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs, ailleurs qu'à Hollywood, mais surtout à Hollywood. On pourrait aussi poser la question aux autres acteurs. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Kristen Stewart. Hollywood, dans les années 30, était dominé par les studios. Et c'était un monde où tout le monde était prêt à s'entretuer pour arriver à quelque chose. Il y avait des coups bas. C'était un véritable carnage. Souvenez-vous de Scott Fitzgerald, par exemple. Au cours de ces années-là, c'est ce qu'était Hollywood. Mais comme Kristen vient de le dire, c'est vrai dans beaucoup de domaines d'activité, que ce soit à Wall Street, que ce soit dans le monde de la politique, c'est la même chose. Mais à Hollywood, ça se voit plus, car tout ce qui se fait à Hollywood concerne bien sûr l'industrie du cinéma et est davantage visible, qu'il s'agisse des divorces, des histoires d'amour, etc. Tout est extrêmement médiatisé et sort dans les médias dans le monde entier.
Mais à l'époque, Hollywood était une industrie extrêmement terre-à-terre, et c'est encore le cas aujourd'hui, probablement. In the world, it's like you take high school and you just make it like in the real world, and it just amplifies everything. It's like pretty intense. C'est vraiment quelque chose d'intense. Je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Dans les années 30, les studios étaient beaucoup plus dominants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout dans le domaine des médias où il y a des difficultés. Les gens veulent avoir accès à une certaine des informations. Well, that's a good point. Yeah. La plupart des personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont été véritablement sympathiques. Moi, je ne pense pas d'Hollywood ce que d'autres peuvent penser. J'ai eu beaucoup de chance à Hollywood. J'ai pu travailler avec des gens qui sont très sympathiques et c'est une excellente expérience. Question de la télévision allemande, ZDF. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais en compétition? Pourquoi je ne suis jamais en compétition? Parce que je ne crois pas à la compétition pour le domaine artistique. La compétition, c'est excellent dans le sport. C'est le but d'ailleurs du sport. Mais on fait un film. Alors le jury va remettre des prix. Ils diront celui-ci est le meilleur film. Alors que moi, je vais peut-être penser que c'est le film le plus ennuyeux. Alors que d'autres trouveront que mon film est exceptionnel, alors que d'autres personnes trouveront qu'il est ennuyeux. On ne peut pas déterminer ce qui est le mieux dans le domaine artistique. Est-ce qu'un Rembrandt c'est mieux qu'un El Greco? Est-ce que Matisse c'est mieux que Picasso? On peut dire ce que l'on préfère. Très bien. On peut dire, je suis allé à Cannes, j'ai vu 10 films et celui que j'ai préféré, c'est tel film. Et si vous interrogez 10 personnes, vous aurez 10 avis différents. C'est tout à fait admissible. Mais pour qu'un groupe de personnes, c'est-à-dire un jury, se réunissent et jugent l'œuvre d'autres personnes, ça d'abord, moi, c'est quelque chose que je serais incapable de faire, d'être membre d'un jury, et dire donc que tel film est le meilleur n'a rien d'objectif. Je ne crois pas dans ce genre de compétition. Je n'y participe pas à la compétition, mais je suis très heureux de venir à Cannes. J'adore l'enthousiasme de la foule. J'aime qu'on soit tous réunis pour apprécier des films, parler du cinéma. Et c'est une excellente atmosphère. Et le sud de la France est un endroit très agréable où séjourner quelques jours. Mais être en compétition, ça va à l'encontre de mon bon sens. Hello. Good morning. My name is Inger Merete Holse from Norwegian newspaper Dagbladet. Journal norvégien Dagbladet. Félicitations pour ce merveilleux film. Une question au réalisateur. Il y a un leitmotiv romantique que l'on retrouve dans l'ensemble de ce film, l'attraction entre une femme plus jeune et un homme d'âge plus mûr et puissant. Pourquoi est-ce que vous revenez toujours à ce leitmotiv dans vos films? Est-ce que vous pensez que les personnages et les gens en général changent au fil des années? Vous voulez que je répète la question? Non, c'est le micro. Moi, je suis plus très jeune. J'ai des problèmes d'audition, donc j'ai les écouteurs dans les oreilles. Ça crée vraiment beaucoup de bruit. J'ai du mal à entendre. J'ai toujours pensé que je suis quelqu'un de romantique. Ce n'est pas ce que les femmes avec qui ont partagé ma vie ont toujours pensé d'ailleurs. Mais j'ai toujours pensé, moi, que je suis romantique. Et si vous demandiez à ces femmes ce qu'elles en pensent, je pense qu'elles diraient que ce romantisme est un peu différent de ce que j'en pense. Ce n'est pas un romantisme à la Clark Gable.
c'est une sorte de romantique un peu sot. Je pense que j'ai voulu présenter New York comme quelque chose de très romantique. J'ai présenté de façon très romantique les relations amoureuses. Et c'est peut-être sot de ma part, mais pour une raison inconnue, j'ai grandi en voyant des films d'Hollywood qui ont eu une influence indélébile sur moi. Et voilà ce que moi j'ai tendance à présenter dans mes films. J'essaie d'être romantique, j'essaie de faire des films romantiques quand j'y arrive. Quand j'ai écrit l'histoire, j'ai pensé que c'était un film romantique. Mais Match Point, par exemple, ça n'en était pas un. J'ai fait d'autres films également qui n'étaient pas des films romantiques. Celui-ci l'est. Mais je fais parfois des films romantiques, car ça vient aussi de mon éducation, de ma jeunesse. Mr. Allen, thanks for your film. Woody Allen, merci pour votre film. Vous avez 80 ans. Est-ce que c'est plus difficile pour vous physiquement de diriger un film, de réaliser un film? J'ai 80 ans, mais je n'y crois pas. Je suis plein de jeunesse, je suis agile, je suis en pleine forme. J'ai tous mes esprits. C'est extraordinaire. Je mange bien, je fais de l'exercice. Et j'ai peut-être de la chance. Mes parents ont vécu jusqu'à un peu plus de 100 ans à peu près. Ma mère presque 100 ans, mon père un peu plus de 100 ans. Donc j'ai gagné le jackpot ici en matière de longévité. C'est fantastique. Mais je me sens plein de jeunesse. Je me sens jeune. Je suis sûr qu'un jour je vais me réveiller un matin et je vais avoir une crise cardiaque ou quelque chose de ce genre. Et puis on me mettra dans une chaise roulante et on vous dira, vous vous souvenez de celui-là, c'était Woody Allen, et regardez-le maintenant. Il arrive à peine à manger tout seul. Bon, enfin, jusqu'à cette date, eh bien, je vais continuer à faire des films tant que les gens sont assez stupides pour me soutenir financièrement. Hello, my name is Rodrigo González from La Rodrigo González, journal du Chili. Question pour Woody Allen. Pourquoi est-ce que dans vos films, notamment celui-ci, il y a des personnages juifs qui parlent de l'au-delà et qui se convertissent? J'écris sur ce que je connais. J'ai grandi dans une famille juive et dans ce film, Café Society, le père et la mère sont les deux personnages qui me sont le plus proches. Le frère, le personnage de Blake, moi je ne les connais pas ces personnages-là, je ne l'ai pas eu dans ma famille, mais le père et la mère qui se chamaillent sans cesse, qui de temps en temps sortent une phrase en yiddish, correspondent à ma jeunesse. C'est dans ce milieu-là que j'ai grandi, donc c'est facile pour moi d'écrire là-dessus. C'est authentique ce que j'écris parce que j'ai connu cet environnement. Question de Londres, une question pour Monsieur Allen. Vous parlez avec beaucoup d'élégance des personnes âgées et de la romance. Allez-vous faire un film dans lequel des femmes d'une cinquantaine d'années ont des relations avec des hommes d'une vingtaine d'années? Oui, pourquoi pas, je pourrais faire un film sur ce thème si j'avais de bonnes idées à ce sujet. L'histoire d'une femme de 50 ans qui rencontre un homme d'une vingtaine d'années. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais c'est
une idée tout à fait comique d'imaginer une relation de ce type. Lorsque j'avais 30 ans, j'ai été très attiré une fois par une femme d'une cinquantaine d'années qui était merveilleuse, qui était très jolie, mais qui était mariée et qui ne voulait pas se rapprocher de moi. Mais elle était très très bien. Ces choses-là arrivent sans cesse. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Mais des hommes jeunes peuvent tomber amoureux de femmes plus âgées et vice-versa. Simplement, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien, je n'ai pas de base pour raconter quelque chose à ce sujet. Mais je n'hésiterai pas à le faire si j'avais une bonne histoire. Brian Johnson, Maclean's Magazine au Canada. Monsieur Allen, vous parlez de la façon dont vous laissez les acteurs faire ce qu'ils veulent de votre script. Une question à Kristen Stewart. Comment avez-vous travaillé avec Woody Allen? Car tous les acteurs qui ont travaillé avec lui disent que c'est un style de réalisation différent. Alors, vous êtes-vous senti sous pression? Et Monsieur Allen, pourquoi avez-vous choisi Kristen Stewart? Qu'avez-vous vu en elle qui vous semblait bien adapté au personnage? You know, if you listen to a song and you know that band, and maybe you don't know that song, you can kind of go, oh, I recognize that. Si vous connaissez une chanson que vous avez déjà entendue, vous la reconnaissez lorsque vous l'entendez. Okay, so basically, like it's immediately recognizable if it's a familiar artist. His movies have that. On reconnaît un artiste célèbre. Absolutely particular. Ces films sont tout à fait particuliers, les films de Woody Allen. Je le savais, j'en étais consciente. Je me suis demandé si j'allais être à la hauteur. J'ai été très heureuse de jouer dans ce film. J'ai essayé de travailler au mieux, avec beaucoup de spontanéité. Et j'ai des défauts, j'ai ma propre personnalité. J'ai essayé de dépasser tout cela. Et dès qu'on a commencé le tournage, j'ai abandonné tout cela. Avant, je pensais qu'il fallait que j'apprenne par cœur chaque réplique. Il fallait que je m'y prépare, même s'il n'aime pas beaucoup les répétitions. Et puis une fois donc le tournage lancé, les choses se sont faites comme d'elle-même. Je ne sais pas comment décrire cela. J'ai l'impression qu'on s'est bien compris. Et tout s'est fait naturellement une fois qu'on a trouvé le personnage, on l'a bien apprivoisé en soi-même. J'ai essayé de puiser certaines choses en moi qui étaient peut-être cachées. Il a peut-être réussi à me faire puiser tout cela également. Et j'ai beaucoup apprécié cet exercice. C'est la meilleure relation que l'on puisse avoir avec un réalisateur. C'est que lorsqu'il réussit à vous faire sortir ce que vous avez en vous et dont vous n'étiez pas conscient. Alors, Julieta, qui s'occupait du casting, et moi-même avons beaucoup discuté de tout cela, mais nous nous demandions qui choisir. Mais dès que Kristen Stewart est arrivée, on a tout de suite pensé que c'était elle qui était idéale pour ce rôle. Secrétaire du Nebraska avec des petites chaussettes blanches, une petite robe bien sage. Ça pouvait être la petite fille bien sage, belle comme tout. Et
on croit à ce personnage et un peu plus tard dans le film, on la voit avec des bijoux, de la fourrure très élégante et elle peut jouer ce personnage qui s'est transformé d'une façon totalement imprévisible. Et Kristen est capable de jouer ces deux types de personnages, la jeune femme qui vient du fin fond du Nebraska et la femme quelques années plus tard qui est très sophistiquée au niveau de sa beauté dans plein Manhattan, dans un autre milieu. On l'a contactée, elle était disponible, on a eu de la chance qu'elle vienne travailler avec nous. Et moi aussi, il a fallu que je fasse mes preuves. J'ai passé des auditions. Il fallait que je fasse mes preuves, donc. On lui a envoyé un texte, elle l'a lu, et ça a confirmé ce que nous pensions d'elle au départ, qu'elle pouvait faire ces deux facettes-là du même personnage. Je vous remercie. The rhythm of your speech. Thanks, Henry. Thank you very much.